18h40 pratiquement, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer maintenant le bilan de la lutte contre le narcotrafic, mon cher Jean-Christophe Couvi, parce que ce matin, Gérald Darmanin, votre ministre de tutelle, et Éric Dupond-Moretti, qui est plutôt le ministre de tutelle des magistrats, ont fait un grand point sur les opérations XXL, dont on parle beaucoup, parce que c'est des opérations très médiatiques, oui. Et en même temps qui sont réalisées par les forces de l'ordre. Il y a un bilan avec des chiffres, 490 opérations en France, 1000 points de deal démantelés, 55 000 membres des forces de l'ordre mobilisés, pour 3800 interpellations. Est-ce que vraiment ça valait la peine? Ça a bousculé le trafic de drogue? On écoute d'abord Gérald Darmanin. Alors, est-ce que tout est réglé partout? Non, vous avez parfaitement raison. Mais vous savez, la question que vous évoquez des critiques sur est-ce que c'est assez efficace, j'ai été maire d'une commune. Si vous êtes maire et quelqu'un vient vous voir dans la rue et vous dit « Monsieur le maire, la rue est sale », et que vous répondez bah, « Vous savez, elle sera sale la semaine prochaine, c'est peut-être pas la peine de la nettoyer ». Vous vous dites, c'est un drôle de maire quand même. Bah, c'est pareil pour les points de deal. Personne ne peut vous garantir que pendant 10 ans, à la paternelle, il n'y aura plus de points de deal. Mais notre travail des policiers, des gendarmes, des magistrats, c'est comme un maire qui nettoie sa rue. Bah, notre travail à nous, c'est de répéter, en effet, le travail des policiers et des gendarmes qui risquent leur vie pour le faire. C'est assez intéressant la comparaison qu'il fait, je trouve, avec un maire de commune, André Valleni, qui ne nettoierait pas les rues en disant de toute façon, ça sera ressali la semaine prochaine. Il a raison ou pas, Gérald Darmanin ? Il a raison, j'ai été maire aussi et c'est tout à fait vrai. Mais ce qui compte dans ce genre d'opération, et je crois qu'il le dit et j'espère qu'il le fait, c'est de tenir dans la durée. C'est-à-dire que tout à l'heure, Karim Zerebi, qui était là, nous expliquait qu'à la Castellane, ce fameux quartier de Marseille, les CRS, les policiers, je ne sais pas si ce sont des CRS, sont toujours là. Toujours là, 3 semaines après, ils sont toujours là. Il faut tenir dans la durée pour que le trafic finisse par peut-être par aller ailleurs, hélas. Mais la clé du succès de ces opérations, c'est de tenir dans la durée. Bon, très bien. On va écouter juste Éric Ciotti, je vous passe la parole ensuite Jean-Christophe, qui lui estime que les quartiers ne sont pas nettoyés, que ça ne sert à rien ces opérations XXL. Écoutez. Ce n'est pas des CRS qui vont régler les problèmes de trafic de drogue, c'est une action profonde, longue de police judiciaire qui traque les réseaux au plan national comme au plan international, qui les défère devant la justice qui doit y apporter une réponse pénale très ferme, très forte, systématique, sans impunité et sans naïveté. Qui a raison, Christophe Couvi, vous qui êtes sur le terrain, enfin, vous représentez les policiers et les forces de l'ordre. Tout le monde enfonce des portes ouvertes, en fait, c'est ça qui est formidable. Le travail de policier, il y a 2 temps, le temps court, le temps long. Effectivement, le temps court, il faut quand même intervenir. Oui, il faut taper dans la fourmilière. Il faut y rester, donc ça demande des effectifs, des moyens humains, parce qu'encore une fois, mais ça a toujours existé. Moi, j'ai mes collègues CRS, quand ils faisaient des sécurisations dans les quartiers, les gars nous le disaient, bah, quand on y restait 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ça mouftait pas dans les quartiers. Hein. Ils avaient bien compris que quand il y avait des effectifs et qu'on était là pour bosser, et que surtout on y restait, bah voilà, on maintenait le territoire. Si maintenant on les enlève, bah en fait, la vie va aller dire de la délinquance va reprendre ses droits, le vide attire le vide, j'allais dire, et donc c'est normal. Sauf que il faut aussi le temps long de la police judiciaire, parce que des sujets, on ne peut pas prendre juste les gens, les mettre en prison sans qu'il y ait un jugement. Donc il faut apporter des preuves, il faut remonter des filières, il faut faire de la surveillance, des écoutes, etc. Ça prend du temps. Et d'ailleurs, en fait, quand on voit que les opérations XXL, elles ont été préparées en amont, on ne va pas comme ça, d'un seul coup, sensible, arriver en disant « Coucou, c'est nous, à la Belmondo », c'est pas possible. Donc en fait, ce qu'il faut faire, et c'est ce qu'on a fait là, c'est bien, voilà, on montre aussi les muscles. Donc ça sert à quelque chose. Ça sert quand même à quelque chose. Maintenant, c'est comment on va transformer ça du point de vue de la justice. Alors moi, je veux bien qu'on ait un monsieur Dupond-Moretti qui dise qu'il est sans pitié, sauf que derrière, moi, j'attends qu'on nous montre les condamnations. Alors, il dit qu'il veut être sans pitié aussi contre ceux qui fument leurs petits pétards le week-end. Écoutez-le à nous, Éric Dupond-Moretti. Et puis, allez voir les gens de la Castellane, rencontrez-les, moi je l'ai fait. Ils disent merci d'être venus parce que vous nous débarrassez de gens qui nous pourrissent la vie au quotidien. Et je voudrais, pardon de le dire, hein, je sais que c'est pas très à la mode, mais que s'il n'y a pas de consommateurs, même dans le cadre, dit-on, festif, il n'y a pas de trafiquants. Et chaque fois qu'on se fume un petit pétard le week-end, on devrait penser aux gens de la Castellane qui n'en peuvent plus d'être pourris au quotidien par les trafiquants. Mais on a avancé à quoi qu'est-ce qu'on a quand on a dit ça, qu'est-ce qui a changé, André Valleni? On a mis le doigt sur... Il n'y a jamais eu autant de consommateurs dans notre pays. Justement, c'est eux qu'il faut frapper au porte-monnaie.
C'est eux qu'il faut sanctionner. Moi, ça fait des mois et des mois, des années même que je dis qu'on ne s'occupe pas assez des consommateurs. Ça coûte combien d'être quand on est attrapé? En fait, c'est une amende forfaitaire délictuelle maintenant. C'est-à-dire qu'on a monétisé. C'est combien? 150 €? Non, c'est 300 euros. Là, il faut mettre ça à 3 000 €. André Vallini? Avec On 40%. passe de 300 € à 3 000 €. Et croyez-moi, même les gens qui ont beaucoup d'argent, s'ils se font prendre sans arrêt, qui doivent sortir chaque fois 3 000 €, ils vont peut-être arrêter Mais de ils ne fumer. payent pas les amendes. Non, c'est Le policier nous dit 40% qu'il ne paye pas les amendes. Les mineurs ne payent pas non Il faut plus. recouvrer les amendes, il faut les il faut faire payer. Je pense qu'il faut taxer, frapper les consommateurs. S'il y a autant de trafiquants, autant de dealers, c'est qu'il y a beaucoup de consommateurs. Pourquoi on ne parle jamais des consommateurs? De tous ces gens qui montent dans les quartiers nord de Marseille le week-end, le vendredi, le samedi, avec des grosses voitures, des BMW, des Porsche, j'allais dire des Ferrari. Allez-y. Ça, c'est les dealers qui ont les Ferrari. Oui, c'est les dealers qui ont des Ferrari. Oui, mais il y a des consommateurs aussi. Mais tous ces gens-là Non, mais ont de l'argent, il faut les faire payer. Il D'accord. faut engager la Jean-Sébastien Ferjou. responsabilité morale. L'archevêque de Marseille l'avait dit, Morale. je me souviens, morale des consommateurs. Oui, leur faire, pour le coup, je conçois. Vous croyez que ça va leur faire peur, une amende de 200 €? Non, mais je pense, pris dans l'autre sens, de toute façon, tout le monde est défoncé, enfin tout le monde, beaucoup de gens sont défoncés en France, y compris avec des produits légaux. Pas tout le monde, Jean-Sébastien, excusez-moi. Beaucoup de gens- là, non, mais non. bref, ce que je voulais vous dire par là, c'est que nous sommes le pays au monde, ou l'un des pays au monde qui consomme le plus de drogue illégale, comme le plus de drogue légale, pour le coup. C'est-à-dire anxiolytiques, antidépresseurs et Oui, compagnie. donc s'il suffisait d'argent pour supprimer le besoin de drogue, ou de faire payer cher pour supprimer le besoin de drogue, ça serait en revanche, oui, qu'il y ait une forme de réprobation sociale. C'est-à-dire que si vous êtes dans une soirée, il y a bien des comportements qui suscitent une réprobation sociale. Par si exemple. vous êtes, je sais pas, si vous êtes lourd avec une fille, par exemple, on va vous le faire remarquer. Et bien là, si vous êtes dans une soirée et qu'il y a quelqu'un qui sort un pétard, vous pouvez le faire remarquer aussi. C'est pour ça que je pense que ça ne relève pas que... Parce que le besoin... Vous risquez de ne pas être réinvité, mais bon, c'est pas grave. Bah non, mais c'est C'est ça, la pression sociale. Mais je la dénonce. mais c'est tout le problème. C'est la pression Oui, mais sociale. on est bien obligé de prendre les choses les unes après les autres. Après, ça n'empêchera pas que D'accord, même allez. si on culpabilise et qu'on pénalise les consommateurs, il faut bien gérer les trafics et les trafiquants. Ce sont aussi des marchés concrets. Les Sud-Américains ont constaté qu'ils étaient arrivés au bout du marché américain. Et ben, qu'est-ce qu'ont-ils Ils décidé se de dirigent faire vers l'Europe. Voilà, donc Ok. ils ont aussi créé l'offre. Ça n'est pas que les consommateurs. c'est Monsieur Couvi. Oui, il dynamique faut qui joue changer. entre les deux. Il faut changer aussi le nom, parce que moi, récréatif, je suis désolé, c'est pas récréatif. Alors, qu'est-ce que vous dites? Oui, qu'est-ce qui Non, était mais récréatif? Mais une drogue, c'est pas récréatif. Non. Alors les drogues, Mortifère. Voilà, non mais c'est mortifère. Alors après, effectivement, il pourrait y avoir un but. Il faudrait voir. Hein, effectivement, il y a les opiacés. On s'en sert aussi dans le domaine médical. Mais là, comme ça, vu comme c'est fait là, du cannabis, on le voit d'ailleurs dans les Pays-Bas où c'est pas encore Ils légalisé. viennent pas de légaliser la cocaïne, les Pays-Bas, Alors, à titre non, en fait, c'est expérimental? la maire d'Amsterdam qui Ah part oui. d'un constat. Elle explique que 80% des opérations policières sont utilisées pour la lutte contre la drogue. D'accord. Alors, pour une capitale qui, je le rappelle, vous avez le droit de consommer dans les coffee shops. Alors c'est pas la légalisation dans tout le pays. C'est mis d'ailleurs. Spécial, quand même. Enfin, c'est mis en test depuis la mi-décembre. Sauf que quand vous allez à Amsterdam, vous arrivez dans la gare d'Amsterdam, ça sent le shit partout. Vous allez à côté des coffee shops, il y a des dealers à côté qui vous vendent autre chose que du cannabis. Et je peux vous dire que c'est la foire au cannabis, c'est la foire à la drogue. J'entends. Et donc, du coup, ils sont dépassés. C'est des États narcotrafiquants. Voilà. Des donc, narco-États. Enfin, des narco-États. Voilà. Geoffroy Lejeune. Moi, pour revenir sur Place Net, je suis très content quand je vois des policiers dans la rue et que j'entends des habitants dire que ça va mieux après coup. Mais j'ai quand même le sentiment qu'on épuise les forces de l'ordre. Encore une fois, on fait peser sur leurs épaules la responsabilité de rassurer les gens et que la réalité du trafic telle qu'elle a été décrite notamment récemment au Sénat par Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin. Bruno Le Maire a quand même parlé de sous-marins qui franchissaient, qui étaient dans la mer pour venir apporter la drogue. Il a parlé de la cartélisation de la France. Et bien sûr, mais je prends l'exemple du sous-marin parce qu'il a frappé visuellement les esprits. On imagine tous des cargos, des containers qui arrivent au port du Havre. En fait, non, s'ils en sont au sous-marin, c'est que probablement Place Net, ils vont s'y adapter. En fait, c'est ça le problème. Vincent Herbois. Oui, il y a un marché et le cours du gramme d'héroïne ou du gramme de cocaïne est constant, ce qui montre que toutes les opérations à grand spectacle ont quand même un effet mineur sur le trafic. S'il y avait réellement une efficacité de ce genre de rafle, le cours augmenterait. Or, il reste constant. Mais par ailleurs, moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit Jean-Sébastien Ferjou. Je suis effaré de voir avec quelle légèreté... je ne vais pas parler du parti médiatique, ça vous déplaît, mais... Non, allez-y, je le dénonce aussi. Dans l'arène médiatique, je ne supporte pas, personnellement, les gens qui parlent, qui ricanent quand on parle du chichon, qui trouvent très, très plaisant toutes ces allusions à la dope,
Oui, parce qu'en plus, il faut rentrer dans le langage, dans le vocabulaire du drogué. Et c'est absolument insupportable quand on connaît un peu de près ce que c'est que la réalité de la dépendance. Et la dépendance, c'est l'enfer sur Terre. Et donc, c'est vrai qu'il y a une forme de nihilisme contemporain qui est proprement français, parce qu'on est champion du monde sur la consommation des anxiolytiques, on est champion du monde sur le suicide des gamins, on est champion du monde sur le nombre d'avortements, on est champion du monde sur un certain nombre de choses comme ça, qui donnent quand même du pays un reflet, un profil assez, vraiment angoissant, vraiment inquiétant. Et donc, ça va, les gesticulations, les effets de manche et les discours trop simplets. C'est compliqué. Monsieur Vallini, pourquoi effectivement, on ne tape pas plus fort sur les consommateurs? Parce que là, on parlait de l'amende, elle est à 300 €. Et j'ai entendu dire qu'il allait coûter maintenant 750 € à quelqu'un qui ne tiendrait pas son chien en laisse en forêt. Comment on explique ça, en fait, en réalité? On n'augmente pas les amendes? Moi, je ne me l'explique pas. Je dis ça depuis longtemps. Je pense qu'on est trop gentil, trop indulgent avec les consommateurs de drogue. Il faut les sanctionner financièrement, les culpabiliser. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on le fait pas? Peut-être parce que... Les consommateurs sont partout, il y a des consommateurs dans les élites aussi, sans doute. D'accord. Bon. Les amendes de Jean-Christophe Couvi. Je me suis planté, c'est 200 €, c'est même pas 300. C'est 200. Oui, voilà. oui, vous voyez. Et alors, vous venez de me dire qu'il y a une nouvelle amende maintenant pour le port de couteau, alors c'est ça? c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une arme de catégorie D, donc notamment les couteaux, les armes blanches. Et pour lutter justement contre le port des armes blanches, là, ça sera 500 € d'amende forfaitaire. Donc encore une fois, alors c'est bien de lancer des... Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il y a aussi, normalement, n'oublions pas que la procédure pénale, enfin le code pénal punit de 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende. Et donc en fait, on veut simplifier et éviter de surcharger les services de police, mais derrière, est-ce que ça sera suffisant? Je ne sais pas, ça vient de sortir, c'est un nouveau, pas gadget, je ne vais pas dire gadget, mais c'est une nouvelle façon de voir. 500 € pour port de couteau. Et surtout, c'est que les mineurs ne le paieront pas. Comme toujours. Et c'est là où on a un problème, parce qu'il y a beaucoup de mineurs qui ont des couteaux. Bien sûr. Bon. Jean-Sébastien? Juste sur l'arme de la réprobation sociale, je pense qu'il ne faut pas la balayer comme ça d'un revers de la main. Regardez, il y a des tas de gens qui ont arrêté de manger de la viande. Il y a des gens qui ne prêtent plus l'avion. Il y a des gens, parce que précisément, il y a un discours qui s'est mis en place de culpabilisation. Alors après, on peut discuter de l'intérêt de le faire au nom de la planète, ou en tout cas de l'intérêt de X ou X mesures. Mais ça ne marche pas jusqu'à présent. Voilà, mais parce qu'on ne l'a pas fait. Parce qu'on l'a pas fait. Enfin, M. Vallini vient de le soutenir, vient de l'expliquer aussi à l'instant, précisément. Il y a peu de campagne de pub parce que ça fait de vous un vieux ringard quand vous le dites, tout simplement. Exactement. Après, ne sous-estimons pas l'enjeu santé publique malgré tout. Il y a des comportements d'addiction qui ne peuvent pas se gérer comme ça. Un vrai comportement d'addiction, ça ne se gère pas par de la réprobation. Et il y a aussi un défaut d'investissement majeur de l'État sur l'aspect santé publique. Les Anglais sont en train de décider l'interdiction de la vente du tabac à tous ceux qui sont nés en 2009. Après, 2009. Oui, 2009 donc, et après, 14 ans. Pas juste ceux qui sont nés en 2009. À partir de 2009 et les années suivantes. C'est-à-dire l'interdiction absolue d'acheter, ils n'auront pas le droit d'acheter un paquet de cigarettes. Pour toujours? Oui, pour toujours. Pour toujours? Radical. Ah oui, parce mais j'avais pas compris le côté pour toujours. L'argumentaire du gouvernement conservateur, c'est un gouvernement conservateur, c'est le pays de Churchill, où on fumait le cigare, cigare, comme vous le savez. Qui faisait jamais de sport. C'est un pays de liberté, donc individuelle, qui considère que c'est sacré, la liberté. Et bien pourtant, il décide que vu l'effondrement du système de santé public, vu la ruine et le coût extravagant de tous les cancers liés au tabagisme, eh bien, on prend des mesures drastiques, très contestables. Mais en même temps, pourquoi pas? Quand on fait le calcul global, les fumeurs meurent plus jeunes. Donc, non, mais c'est malheureusement des calculs qui ont été faits. Quel calcul macabre! Y compris, il y a le coût des traitements. Mais bientôt, on va interdire les carambars aussi. Parce que non, mais je suis d'accord avec vous. Moi, je pense que c'est absurde parce que les trafics apparaissent plus. C'est effectivement un engrenage assez sidérant, notamment. Surtout que c'est assez cynique comme décision. C'est juste pour préserver le système de santé. On est d'accord. Enfin, c'est même pas pour le préserver, c'est pour vivre avec son effondrement. Oui. Moi, je connais des gens qui mangent des... Monsieur Vallini? Qui mangent quoi? Mais moi, je suis surpris par cette mesure. Ça veut dire que si on est né avant 2009, on peut continuer à acheter des cigarettes. À vie. Et si on est né après, non.
Quand vous voyez un trafic, Il y aura, bien sûr, il y aura un marché noir, oui, bien sûr. Les gens vont en acheter puis en revendre à ceux qui sont nés après 2009. Enfin, c'est stupide. Juste pour information, en France aujourd'hui où la cigarette est en vente légale, quand même, donc fortement taxée. Il est à combien le paquet, vous qui avez arrêté, je crois, il y a longtemps? 11 €. Voilà. 35% des fumeurs achètent au marché noir. Et c'est pire d'ailleurs, parce que ce sont des cigarettes avec les produits actifs qui restent. Oui, puis c'est beaucoup des pays de l'Est. Il y a aussi Alors ça fait 2 milliards d'euros, mine de rien. Le trafic, ça rapporte 2 milliards d'euros. 35% des fumeurs donc, qui vont au marché noir. Il y a effectivement des usines, entre guillemets, à cigarettes qui sont en France, qu'on démantèle. Il faut savoir que pendant 6 mois, vous enfermez des gens des pays de l'Est pour qu'ils travaillent, pour qu'ils confectionnent des cigarettes. Le tabac est à même le sol avec les crottes de rats, de souris, des urines. Enfin, je ne vous raconte pas ce que vous fumez. Mais bon, c'est moins cher, donc les gens sont prêts à acheter ça. Allez à Porte de Montreuil et Porte de Bagnolet, vous allez voir, c'est que les cigarettes bled. On vous vend cigarettes bled, etc. Donc en fait, il y a et c'est 17 milliards d'euros pour l'État, en fait, si vous voulez, de la TVA. Et donc, il y a une perte sèche de 7 milliards d'euros pour l'État. Interdire le tabac, voilà une option quand même. Mais le problème, c'est que c'est compliqué d'interdire quelque chose qui a déjà été légalisé. Oui, surtout quand ça rapporte à l'État, ça on a bien compris. Par ailleurs, dès lors que c'est interdit, si vous le légalisez, qu'après vous voulez faire marche arrière, c'est très compliqué. Ça se fait. La Thaïlande le fait parce qu'ils sont revenus en arrière, ils se sont rendus compte que de toute façon ils étaient dépassés et que ça avait fait l'effet inverse de ce qu'ils attendaient. Et donc en fait c'est très compliqué. Donc du coup c'est pour ça. Geoffroy, un dernier mot. Non, mais le tabac c'est très mauvais, mais personne après avoir fumé une cigarette n'a écrasé quelqu'un en voiture ou n'a pris son couteau pour aller planter quelqu'un. C'est peut-être la petite différence quand même. Et pour revenir sur la réprobation sociale dont parlait Jean-Sébastien, non seulement on n'a pas essayé, mais surtout on a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on a valorisé ça énormément dans la culture populaire. Fumer un joint, c'est super sympa. Bob Marley, il est génial. Et d'ailleurs, il était défoncé tout le temps, mais en fait, c'est pas grave parce que c'était un grand musicien. Et la vérité, c'est moi, j'ai grandi avec ces images-là. Et finalement, je me rends compte aujourd'hui que c'est très mal, très dangereux et qu'il y a toutes ces conséquences parce qu'on travaille ici sur les sujets de trafic, etc. Mais en fait, sinon, je serais passé à côté. Merci à tous les 5 d'avoir participé à Punchline sur CNews.